Bonjour à tous, ici Brio Lionis, consultant SEO à Grenoble. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un audit SEO que j'ai réalisé. Et du coup, je vais vous le présenter dans ce format un petit peu plus long que d'habitude. Et je vais essayer d'aller en profondeur sur à peu près tout ce que je présente lors d'un audit, ce que je regarde, pourquoi je le regarde. Et je vais vous expliquer ça en profondeur. Je pense que cette vidéo va durer une petite heure, donc prenez le temps de vous asseoir confortablement, de prendre quelque chose à boire ou à manger. Et on y va. Alors du coup, le site internet qu'on analyse aujourd'hui, c'est transimo.fr, donc qui est mon client, qui est une agence immobilière, et donc qui est dans la vente de biens immobiliers. Donc son site internet, c'est celui-ci. Je l'ai ouvert ici. Hop. Donc c'est celui-ci. Transimo, il a été fait avec Divi. Et on va voir plus en profondeur du coup ce qu'il en résulte de cet audit. Donc déjà, ce que je regarde dans un premier temps, c'est le site internet, logique. Et c'est toujours important pour moi, c'est toujours important de le remettre là. Le CMS utilisé, donc WordPress, je suis plus calé sur WordPress que sur les autres CMS, donc je peux gérer Shopify, PrestaShop. Et quand ça devient du custom, je peux très bien faire des recommandations, mais j'aime bien implémenter ce que je recommande. Parce que ça m'arrive par moment, de me retrouver avec des clients qui ont eu des recommandations. Et du coup, moi, je dois implémenter les recommandations qui ont été faites, donc c'est pas un souci. Néanmoins, c'est toujours bien d'expliquer les problèmes et de les corriger. Du point de vue client, ça me paraît plus simple pour lui, plutôt que d'avoir deux prestataires différents. C'est plus simple d'avoir quelqu'un qui peut corriger les deux. Donc j'ai à la fois la casquette de technicien et la casquette, on va dire, de production, à savoir implémenter ce que je recommande. Donc c'est pour ça que je regarde ça. Ensuite, je regarde le sitemap, donc ça c'est important de le regarder. Le sitemap, donc en français c'est le plan du site, et c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, quand vous avez un plan, c'est toujours plus simple pour aller à un endroit quand vous avez un plan. Et bien c'est la même chose pour Google. Et ce que je regarde, c'est que je tape sitemap.xml. Là-dessus, donc avant il y avait Yoast, mais là du coup j'ai mis RankMath, donc je suis très familier avec RankMath. Et je regarde du coup comment le sitemap est un peu ficelé. Donc là-dessus, avant il y avait beaucoup plus de choses, donc j'avais le sitemap du builder qui était dedans. Généralement on peut le voir aussi sur Elementor où ça fait Elementor Builder ou Builder, un truc comme ça, .xml. Donc ça je l'ai enlevé du sitemap parce que ça n'a pas avisé d'être indexé tout simplement. Et du coup là je regarde les pages, et là-dessus le problème, et c'est ce qu'on verra plus tard, si j'oublie pas de le présenter, mais c'est ce property-sitemap.xml qui pose problème, et c'est au niveau du plugin qui a été installé sur le site, donc qui est EPL Immobilier. Alors c'est pas en soi un problème, néanmoins ce plugin là est peu optimisé pour le référencement, et je les expliquerai un petit peu plus en détail pourquoi dans la partie charte de nommage. Néanmoins voilà, j'ai corrigé le plus possible avec les contraintes techniques que j'ai pour avoir un sitemap qui est correct à mon sens. Ensuite on regarde toujours la présence du SSL, donc qui correspond au certificat de sécurité, donc qui correspond en fait au cadenas que vous avez en haut à gauche sur votre URL. Donc ça c'est un des facteurs de référencement importants de nos jours. Si vous ne l'avez pas, tout simplement, vos clients ils vont arriver sur une page avec un gros truc en rouge en disant ce site n'est pas sécure. Donc rien que ça donne pas envie d'aller sur le site, et donc c'est important de le corriger. Et donc d'avoir un certificat SSL. Et j'explique dans une de mes vidéos comment faire pour avoir le certificat SSL sur son nom de domaine, notamment en passant par AutoSwitch. Ensuite, on regarde la présence du robot.txt, donc je regarde s'il est présent ou pas. Donc là j'ai mis oui, mais à optimiser, et je vais vous expliquer pourquoi il est à optimiser. Pour voir un robot.txt, c'est très simple, on tape robot.txt et on se retrouve sur cette page là qui permet d'avoir toutes les autorisations, pour faire très simple, de Google, ou voire même de tous les user agents. Donc c'est ce qu'on voit là, l'étoile, ça veut dire que tous les user agents sont acceptés. Néanmoins, il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de bloquer certains user agents. Je sais qu'il y a des gens qui bloquent les user agents de ChatGPT, mais qui peuvent aussi bloquer d'autres user agents, Yandex ou autres, pour éviter de récupérer les informations sur leur site. Mais c'est aussi important, par exemple, si on veut bloquer certaines pages, on peut le faire dans le robot.txt, mais on peut le faire aussi dans le htaccess. Ça peut être intéressant dans le robot.txt de passer sur une petite optimisation là-dessus. Il y a un plugin gratuit qui permet de le faire, je ne l'ai pas encore mis en place. Néanmoins, c'est important de le faire et de l'avoir le plus optimisé possible. Ensuite, je regarde toujours la date d'achat du nom de domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que
L'ancienneté du nom de domaine va jouer au niveau du référencement. Forcément, si votre nom de domaine il a été acheté aujourd'hui, il aura beaucoup plus de difficultés à se positionner qu'un nom de domaine qui a été acheté depuis 2005. On peut le contourner, pour faire très simple, on peut le contourner, donc, sauf si vous êtes très fort en Black Hat, ou alors vous avez des backlinks de fou, mais de manière générale, avoir un nom de domaine ancien, un nom de domaine récent. Surtout qu'on a une petite période de bac à sable, un petit peu comme Instagram. Alors ça pour le coup, j'ai pas la doc pour valider, mais c'est sur mes expériences personnelles, j'ai 100 backlinks, je parle rien du tout. Un nom de domaine récent, par exemple qu'on achète aujourd'hui, aura une période de bac à sable de 3 à 6 mois, comme sur Instagram, donc le shadow ban, où en fait le site il est on va dire en période de test, pour voir un peu comment le site il est ficelé, et voir comment Google peut travailler avec, ou du moins le mettre en avant ou pas. Donc ça c'est cette période de bac à sable, et on peut là du coup la passer en ayant des bons backlinks, etc., en faisant du référencement de bonne qualité là-dessus, quoi. Néanmoins, si on a un nom de domaine plus ancien, ben moi derrière ça me permet de me dire ok, je pourrais avoir des résultats potentiellement plus rapides que si le site il a été acheté, si le nom de domaine a été acheté aujourd'hui. Ensuite je regarde l'hébergeur, donc ça peut paraître stupide, mais on a des hébergeurs qui sont pas ouf, donc là-dessus je regarde toujours pour éviter d'avoir des hébergeurs qui sont un peu fatigués ou quoi. Surtout que OVH, on a plusieurs types d'hébergement, donc c'est pour ça quand je vois écrit OVH, je demande toujours au client le type d'hébergement qu'il a. Je sais qu'on a des hébergements à échelle, donc je sais qu'il y en a qui sont performance 1, 2, 3, c'est pour les sites e-commerce, ou alors si on veut avoir un site avec une grande capacité, et après on a les services un peu plus en dessous, je crois. Donc c'est pour ça que je lui demande toujours, pour voir un petit peu s'il n'y a pas potentiellement un blocage en termes de temps de chargement et en termes d'expérience utilisateur du côté serveur. Donc ça là-dessus c'est bon. Ensuite je regarde l'autorité de domaine, donc qui est un des nombreux facteurs de référencement. L'autorité de domaine c'est un indicateur qui a été développé par Moz, qui essaie de reproduire le PageRank avant. Donc le PageRank c'était une note qui allait de 1 à 10, et l'autorité de domaine c'est, faire simple, une note qui va de 1 à 100, 100 c'est Google, ou du moins les très gros sites, Google, Facebook, Instagram, etc. Et 1 c'est un site internet qui va être acheté aujourd'hui, donc avec une autorité de domaine vierge, et plus cette note est élevée, plus on a la capacité de se positionner sur des mots-clés qui sont compétitifs, du moins c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Moz. Il y en a plein d'autres que je regarde dans d'autres cas, et là pour le coup pour moi c'est un indicateur qui est pour moi pertinent, parce que ça permet de faire comprendre rapidement au client qu'il va falloir investir dans des backlinks, plutôt que de partir sur des choses trop complexes, où je commence à aller sur le Trust Flow, Citation Flow, Topical Trust Flow, etc. Je le perds. Et en parlant de ça, ça me permet de vraiment de bien cibler, et qu'ils comprennent en se disant, ben voilà, mes concurrents, ils ont une autorité domaine de temps, moi j'ai une autorité domaine de temps, ok, il faut que je travaille là-dessus. Et ça permet d'avancer et de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec son site. Sachant que par expérience, je le vois souvent, un site internet avec une autorité de domaine supérieure a plus de facilité de se positionner sur des mots-clés qui sont compétitifs. Ça c'est, c'est une corrélation, c'est pas une causalité, donc c'est pas parce que vous avez un DA, donc autorité de domaine élevé, que forcément vous allez vous positionner sur des mots-clés, parce qu'après il y a tous les facteurs de référencement qui rentrent en jeu. Néanmoins, ça reste une corrélation, donc ça veut dire que il y a un facteur qui fait que l'autorité de domaine, mieux égale mieux positionné, et c'est pas une causalité, quoi. C'est pas parce que vous avez une forte autorité de domaine que vous allez vous positionner sur n'importe quel mot-clé, parce qu'il y a la thématique, etc., etc., pour faire simple. En gros, ensuite, du coup, je regarde le nombre d'URL qui sont présentes sur le site internet et le nombre d'URL qui sont présentes dans l'index Google, tout simplement pour voir s'il n'y a pas un problème d'indexation. Ça m'arrive par moment d'avoir, par exemple, je sors un nombre au pif, on a 150 URL sur le site internet, mais seulement 12 indexés dans Google. Ça veut dire qu'il y a un problème, entre guillemets, un problème d'indexation, et du coup je vais regarder ce qui se passe, il n'y a pas soit des pages qui sont en non-index, soit si c'est tout simplement Google qui bloque l'indexation, donc là du coup ça va plus se passer dans la Search Console, où on peut même carrément, si vraiment il y a utilité d'indexer ces pages, passer par Omega Indexer qui permet de forcer l'indexation des pages. Néanmoins, voilà, ça me permet toujours de voir s'il y a des pages qui sont à indexer ou pas, ou si en gros le ratio est normal. Donc là pour le coup, ici on voit que le ratio est tout à fait normal, donc pour moi pas d'inquiétude. Ensuite je regarde les erreurs techniques, donc ça découle de Screaming Frog, donc je vous invite à aller regarder cet outil. Je prends Screaming Frog, je mets le site dans l'outil, et je ressors tous les problèmes techniques qu'il y a pour les corriger. Donc là on voit qu'il y a très peu d'erreurs techniques, donc on a une erreur 400. Alors les erreurs 400, c'est toutes les erreurs qui sont présentes sur le site internet, donc on peut avoir les erreurs 404, les erreurs 410,
En fait, les erreurs 404, c'est les erreurs où Google nous fait remonter que la page n'existe plus. Et l'erreur 410, c'est un code qu'on envoie à Google pour faire comprendre que cette page doit être supprimée à tout jamais. Voilà, c'est la différence entre les deux. Généralement, on fait des 410 quand on a créé une page qu'on veut absolument sortir de son index. Ce que je fais, perso, c'est que je mets la page en 410, puis je vais dans la Google Search Console et je demande une suppression manuelle de la page dans son index. C'est vraiment... alors du coup, le nom index, il faut faire attention à ça, il ne faut pas trop l'utiliser. Il faut être judicieux avec ça, quoi. Néanmoins, c'est ce que j'utilise si j'ai besoin de le faire. Ensuite, les erreurs 500, donc c'est toutes les erreurs qui sont liées au serveur. Pour ça, je regarde aussi l'hébergement. Si on a un serveur qui ne tient pas la route, on aura pas mal d'erreurs 500. Les meta titles, donc c'est tout simplement ce qui est en haut quand vous passez votre souris. Et les méta descriptions, donc je regarde la taille, si elles sont trop courtes ou trop longues. Néanmoins, par expérience, Google a tendance à changer les meta titles et aussi les méta descriptions à sa guise. Même si elles sont bien optimisées les deux, Google les retravaille à sa guise, donc pas que j'y prête pas attention, mais que je les optimise quand même. Néanmoins, je vais pas aller jusqu'à mettre vraiment une suroptimisation ou faire un truc carré sur chaque page en termes de meta title et meta description, parce que Google forcément les retravaille du moins à sa sauce. Donc bon, là-dessus, c'est histoire d'être carré techniquement. Ensuite, je regarde du coup s'il manque pas des H1 sur les pages, et donc je les liste. Le H1 c'est important, donc c'est ce qu'on appelle on va dire le gros titre dans un journal, et c'est donc important d'avoir un gros titre, et de même d'en avoir qu'un seul. Parce que comme dans un journal, il n'y a pas plusieurs gros titres. Du moins sur la même page, il n'y a pas plusieurs gros titres sur un journal. On a un gros titre, et un sous-titre, et un sous-sous-titre, etc., etc. Donc ça, c'est important d'avoir une bonne hiérarchie en termes de balisage. C'est ce qu'on appelle H1, H2, H3, H4, etc. Donc je regarde s'ils ne sont pas manquants, dupliqués, donc c'est exactement ce qu'il y a dans Screaming Frog, et si elles ne sont pas multiples. Et je regarde même les images qui sont à plus de 100 KB. Donc là-dessus, Screaming Frog, lui, regarde à plus de 100 KB. Néanmoins, c'est un petit peu strict. On a par moment la nécessité d'avoir des images qui sont à plus de 100 KB, notamment dans le bien immobilier où vraiment la première interaction, c'est une image qui doit être donc, du coup la plus belle possible. Et pour avoir une image la plus belle possible, il faut qu'il y ait certains détails, soit une certaine taille, ou alors du coup l'image est tout simplement complexe. Et du fait qu'on a des images un peu plus élevées que 100 KB. Néanmoins, sur la partie image, c'est la partie balises alt qui est importante d'optimiser. Donc à la base, les balises alt, donc c'est fait pour, si j'ai bien compris, les gens qui sont malvoyants. Donc ça permet tout simplement de, quand on passe la souris à n'importe quel endroit, d'avoir un texte qui ressort. Donc ça permet déjà de les aider. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, c'est bien. Et deuxièmement, ça permet aussi à Google de comprendre de quoi parle l'image et donc d'être dans ce qu'on appelle le Google Images. Donc dans votre Google Search Console, vous allez voir, vous avez plusieurs choses, je vais vous montrer rapidement. Mais par exemple dans les performances, ici on a web et images. Donc ça permet du coup de finir dans web ou image. Ensuite, je regarde la vitesse de chargement. C'est quand même important. Alors cette note-là, en soi, elle veut plus ou moins rien dire, parce qu'il y a plein d'autres facteurs à regarder. Mais c'est quand même un indicateur qui est intéressant. Et encore une fois, pour l'expliquer aux clients, plutôt que de parler qu'avec des nuances, je prends un peu le parti pris d'être un peu plus tranché, de dire voilà, votre note sur mobile elle est de temps et sur ordinateur elle est de temps. Et pour avoir cette note là, on passe par Google Speedpage et du coup on a ces notes là quoi. On voit sur mobile, sur bureau, on a des notes et surtout on a des petits retours là-dessus sur ce qui va pas avec le FCP, le LCP. Et après du coup j'irai plus en profondeur sur pourquoi j'ai pas réussi à optimiser le reste là-dessus. Du coup, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à optimiser correctement le site internet là sur mobile et sur ordinateur. Donc sur ce site internet, je vais décaler ma tête juste ici. En fait, ce que j'ai installé, c'est pour moi des extensions que j'installe tout le temps sur tous les sites sur lesquels je travaille, qui sont notamment, donc c'est WP Meteor, si je le retrouve, c'est celui-ci. Ce qui est cool avec ce plugin, c'est que quand on regarde comment il fonctionne, c'est juste une touche. Donc j'ai juste à appuyer ici et mettre soit pour le LCP optimisation en ligne, moi je vais le mettre ici. Donc ça décale jusqu'à la première interaction. Et donc ça c'est WP Meteor. Et à la base aussi j'installe FastPress. Donc c'est ce plugin là, celui-ci. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus ou moins similaire à WP Rocket sans dépenser des sous pour payer WP Rocket. Même si WP Rocket, on va pas se mentir, c'est vraiment le très très bon plugin pour accélérer le temps de chargement du site. FastPress permet de faire plus ou moins la même chose. Néanmoins, quand je l'ai installé, ça a surchargé le serveur. Je ne sais pas pourquoi.
mais du coup j'avais des erreurs où je ne pouvais plus me connecter en back-office et ça a fait planter le site, donc j'ai préféré le désinstaller au détriment du temps de chargement sur le site internet. Donc c'est pour ça du coup que je me retrouve avec une note aussi basse, sur mobile notamment, à voir si ça va pénaliser le référencement de manière balèze ou pas du tout. Ensuite, ce que je regarde, ce que j'aime bien regarder, c'est ce que j'appelle la charte de nommage. Et pour faire très simple, c'est un endroit où on a toutes les URL, comme j'appelle avant optimisation, et après optimisation. Donc la partie avant optimisation correspond à l'instant T de ce qui existe sur le site internet en termes d'URL, et la partie après optimisation correspond à ce que je conseille en termes d'optimisation sur le site internet. Donc sur cette partie-là, on voit qu'il y a l'URL avant, comment elle est, la meta title, le H1, meta description, donc je regarde le nombre de caractères voilà, pour pas que ce soit trop courte ou trop longue, l'indexabilité des pages, et je fais des remarques sur chacune des pages. Et de même, dans la partie après optimisation, donc dans mes conseils, je retravaille l'URL avec le mot-clé ciblé sur l'URL. Je regarde aussi dans cette partie-là d'autres indicateurs qui peuvent être potentiellement intéressants pour voir si ça vaut le coup de se positionner sur ce mot-clé-là ou pas. Donc je regarde le All-in Title, le KGR, le CPC et le DA, donc du top 1 sur ce mot-clé. Alors là, comme du coup on est sur de l'immobilier, c'est impossible de se positionner sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire que achat appartement Sarlat-la-Canéda ou vente appartement Sarlat-la-Canéda, les 3 premiers c'est que des annuaires. Donc c'est se loger, bien ici et un autre. Donc ça va être impossible vraiment pour mon client de se positionner sur ces mots-clés-là. Néanmoins c'est important en référencement, je pense, et là c'est vraiment que mon avis, que le client soit quand même positionné là-dessus pour faire comprendre du coup la thématisation du site à Google. Et c'est ce qu'on va voir juste après dans la partie retravail architecture du site internet. C'est là où je préconise du coup une autre architecture au niveau du menu. Et en gros, pour faire simple, le fait que même si le client ne peut pas se positionner sur ces mots-clés là, ça signifie tout simplement que le client devra être sur les annuaires. Ça signifie que son référencement il va se passer à la fois sur son site, mais il va surtout se passer sur les annuaires. Donc c'est un petit peu même problématique entre guillemets que les gens qui sont dans le milieu de la médecine. Par exemple, vous êtes un ostéopathe, vous voulez vous positionner à Grenoble, ostéopathe Grenoble, ce qui ressort c'est Doctolib. Ce qui signifie que pour être numéro 1 sur Grenoble, il va falloir donc forcément en premier temps être sur Doctolib, idéalement, même si c'est un certain coût, c'est important de le faire. Et deuxièmement, il va falloir travailler correctement le référencement de son site. Parce que in fine, l'objectif c'est de faire du chiffre. C'est pas juste de faire du référencement et d'avoir des impressions ou des clics, on s'en fout, c'est d'avoir du business qui rentre. Et pour avoir du business qui rentre, c'est ça. Dans la niche immobilier, c'est se mettre sur tous les annuaires et travailler son référencement et en parallèle de ça, faire du référencement payant, notamment sur les biens immobiliers qu'on souhaite vendre. Mais c'est ce qu'on va voir juste après dans la partie retravail architecture du site. Et en fait, ce que j'ai conseillé à mon client lors de l'audit, c'est notamment d'avoir cette architecture-là. Donc actuellement sur le site, et je ne l'ai pas encore mis en place, parce qu'il y a eu un hack sur le site, donc ça c'est la problématique en plus sur le site. Il y a eu un hack qui a fait que en gros le site, quand on cliquait sur ce site là, ça redirigeait vers des redirections on va dire malicieuses sur des sites peu catholiques, et donc ça posait problème au niveau du référencement parce que c'était totalement impossible pour moi de mettre quoi que ce soit en place sans qu'il y ait cette redirection là. Donc on a fait appel à un dev qui a permis de corriger ce problème là, et donc voilà, il a fallu attendre que le site soit corrigé en termes de hack, et du coup par la suite je proposerai ça. Donc plutôt que d'avoir ce visuel là, je vais me connecter sur le front du site internet, comme ça vous allez voir. Donc là en fait on a acheter, vous accompagner, blablabla, vendre. En fait ce qu'il faut savoir c'est que dans la SERP, le acheter et vendre c'est la même chose. C'est à dire que si je tape achat maison Sarlat-la-Canéda et je regarde se loger bien ici Logikimo, donc les 3 annuaires que je parlais tout à l'heure, si je fais vendre maison Sarlat-la-Canéda, c'est pareil. C'est-à-dire que, et c'est logique, les gens qui veulent acheter un bien, il y a forcément quelqu'un qui le vend. Donc en fait l'intention de recherche c'est la même quoi. Ça sert à rien de créer une page acheter et une page vendre, même si dans SEMrush quand on regarde on a de la volumétrie pour les deux. C'est inutile parce qu'en fait on va tout simplement faire de la cannibalisation sur le mot-clé de base. Et c'est pour ça en fait de créer qu'une seule page qui du coup plutôt que d'avoir ça là, acheter, vendre, surtout que ça c'est pas cliquable, on le voit en bas à gauche, c'est donc un dièse ou un hashtag, et en gros ça signifie que c'est juste là pour ouvrir
si je puis dire, la balise pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Néanmoins, c'est pas cliquable. Si je clique, il se passe rien du tout. Donc moi, ce que je conseille, c'est ça, c'est d'avoir plutôt appartements, maisons, terrains, viagers, locaux commerciaux. Donc qui sont les 5 types de biens immobiliers qu'ils proposent. Et ce serait plus simple que ça soit directement cliquable. Donc du coup, sur la page d'accueil, donc c'est forcément agence immobilière Sarlat-la-Canéda, donc c'est le mot-clé principal. Et ça va être l'enjeu de ce travail SEO, c'est de le positionner là-dessus. Ces autres mots-clés-là, on le sait, ça sera impossible, j'en suis convaincu, de le positionner là-dessus, sur ces mots-clés-là. Numéro 1, peut-être sur du viager, c'est peut-être faisable. Mais pour moi, mon client, je l'ai tout de suite prévenu en lui disant, voilà, ces mots-clés-là, ils sont présents sur le site parce que c'est important de faire du bon référencement. Donc déjà pour les clients, de comprendre que c'est une maison à Sarlat-la-Canéda. Et pour Google aussi de comprendre la thématisation. Néanmoins, ça sera impossible avec le site actuel de se positionner là-dessus parce que l'intention de recherche, on recherche des annuaires. Et en même temps, ça me paraît cohérent parce que quand on se met dans la tête de quelqu'un qui veut acheter un bien, notamment une maison, il va avoir le choix. Et donc, il va aller sur les annuaires. Et c'est pour ça qu'on a tout simplement ce qui ressort dans Google. Certes, il y a l'autorité de domaine qui fait que, mais c'est surtout derrière l'utilisateur qui influence ce que Google met en avant, en fait, tout simplement parce que c'est le marché, en fait. Dans un marché, on répond à un besoin. Et le besoin du client, c'est d'avoir des annuaires, d'avoir le choix, et du coup, d'appeler les agences qui proposent tout ça. Donc, en tant qu'agence immobilière, il faut être présent sur ces 3 annuaires. Mais néanmoins, après, derrière, il y a une réalité économique qui est que, en fait, ces annuaires, ils ont quand même un coût. Je crois que se loger, c'est plus ou moins 90 € par mois. Le deuxième annuaire, pareil, etc., etc. Donc, tous les mois, on sort 200 ou 300 € pour être présent sur ces annuaires. Néanmoins, quand on regarde le retour sur investissement, faut pas oublier que dans l'immobilier, on est dans du luxe. Pour moi, tout ce qui coûte plus de 70 000 € à l'achat, ça reste du luxe. Même si ça reste un appartement, une maison, c'est des prix qu'on peut avoir dans une boutique de luxe. Donc c'est important d'être présent et d'être visible. Et derrière, si on met 200 € par mois, mais qu'on récupère 80 000 €, alors je sais qu'on récupère pas 80 000 € dans la poche nette, mais ce que je veux dire, c'est que ça vaut le coup, quoi. Donc c'est important d'être présent sur ces 3 annuaires, si on veut être bien positionné sur notamment ces services-là. Voilà, donc c'est ce que je conseille sur la partie architecture. Et dans tout ce qui est nos services, je vois qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, par exemple vous accompagner ou investir à Sarlat, des trucs comme ça qui n'ont pas d'utilité d'être là. Et du coup, je conseille de les regrouper dans nos services, sachant que ce sont des pages qui vont pas avoir une utilité en référencement. Donc elles vont être utiles commercialement pour quelqu'un qui arrive sur le site, soit parce que du coup l'agent immobilier l'a redirigé vers le site et du coup il va regarder les différentes pages qui sont présentes. Ou alors, pour moi c'est la seule manière. Comme il n'y a pas de mots-clés positionnés sur la page, les gens vont pas arriver là-dessus. En fait, ça sera pas une porte d'entrée vers le site. Mais néanmoins, c'est quand même important de les avoir sur le site pour montrer à Google qu'on est une agence immobilière et qu'on travaille du coup cette thématisation là-dessus. Ensuite, lister tous les biens immobiliers qui sont présents sur le site internet. Donc voilà, les appartements, les maisons, les terrains. Là-dessus, c'était surtout pour m'aider, pour que j'ai un petit peu de compréhension sur ce qu'il y a à faire et sur les biens immobiliers qui sont présents. Je me fais toujours un listing de pages à pousser en netlinking, mais je crois pas l'avoir rempli, peut-être. Ouais, voilà, des choses là-dessus. Même si avant, je disais que c'était compliqué de se positionner là-dessus, c'est quand même important de le faire, de pas avoir que des liens vers sa page d'accueil, parce que pour le coup, c'est cramé, et d'avoir un profil de lien naturel, donc vers du coup toutes ces pages-là, avec des encres pas optimisé, semi-optimisé ou optimisé. De même, je regarde souvent la partie article de blog. Donc là-dessus, moi, mon process en termes de rédaction d'articles de blog, il a un petit peu changé par rapport à comment je travaillais avant. Maintenant, ce que je demande, et je suis convaincu qu'on va tendre de plus en plus vers ça, c'est que le client fasse mûrir dans sa tête l'idée de créer sa chaîne YouTube et qu'il réponde à cette question-là au travers d'une vidéo. Et dans cette vidéo-là, je vais récupérer ce qu'on appelle le transcript. Donc c'est en anglais, mais ça doit être le script tout simplement. Et ce script-là, je le reprends et là, je le retravaille en SEO. Mais ça découle de ce que le client dit. Parce que pour moi, je ne serai jamais aussi expert, et c'est logique, que mon client. Peu importe sa niche, c'est toujours mon client qui sera plus expert que moi. Donc c'est plus intéressant que ce soit lui qui en parle. Néanmoins, je le guide auparavant. Par exemple, si je lui dis que vérifier avant l'achat d'un appartement, je vais regarder dans la SERP, donc dans Google, lui faire comprendre qu'en fait, il y a des étapes importantes à mettre en avant dans sa vidéo, ce qu'on appelle un consensus, que tous les autres sites ont mis en avant, donc ID 1, ID 2, ID 3. Donc je vais dire, voilà, mon client, il faut parler dans votre vidéo de ID 1, ID 2, ID 3. Et néanmoins,
ajoutez votre twist. Ici, je demande aux clients d'aller chercher en plus des choses qui n'ont pas été dites sur Google et d'avoir un petit truc en plus qui fait que les personnes qui sont sur la vidéo, elles se retrouvent pas à réécouter 50 fois la même chose que la regarder auparavant. Parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que travailler sa chaîne YouTube c'est bien, mais il y a un moment où peut-être on se retrouve en compétition avec des gens qui ont dit 40 fois la même chose. Donc essayez d'avoir un petit twist, un facteur X qui fait que la personne se dit ah ouais bah je suis sur la bonne vidéo là. Donc je procède comme ça. Plutôt que de les écrire moi donc à la mano avec toutes les intelligences artificielles que j'utilise et que beaucoup d'entre nous utilisons à juste titre pour gagner du temps. Néanmoins je trouve que c'est important que ce soit le client qui le fasse pour développer sa chaîne YouTube. Au vu des algos qui arrivent, je pense que c'est important d'avoir une image de marque, surtout qu'on a à ce jour des intelligences artificielles qui ressemblent de plus en plus en termes de rendu à des êtres humains ou quoi. Je pense que l'authenticité et du coup l'image de marque là-dessus, authentique, va être primordiale sur les années à venir. Et donc c'est pour ça que je pousse tous mes clients à vraiment, je leur dis chauffez-vous, voilà, vous achetez une caméra ou même un iPhone, enfin s'ils ont déjà un iPhone ou quoi, et on s'achète un bon micro. Et peut-être un truc pour avoir ce qu'on appelle, j'ai plus le nom, mais c'est pas un rétroprojecteur, mais en gros c'est un truc qui lit le texte sans cesse qui apparaît, pour avoir un truc un peu quali, et en avant quoi, et on fait ces vidéos, et moi derrière je les reprends, je les mets du coup en format article de blog sur le site, avec la vidéo, donc ce qui est intéressant pour Google, parce que du coup j'ai plusieurs formats, pour pousser du coup mon article de blog, et en parallèle de ça aussi, quand la vidéo elle est là, ce que j'aime bien faire aussi c'est pousser avec du Pinterest, surtout sur la niche immobilière. Par exemple, si on parle de ça, que vérifier avant l'achat d'un appartement, je vais faire une infographie. Donc, je suis loin d'être graphiste. Néanmoins, il y a des outils comme Canva qui permettent de faire des infographies correctes, on va dire. Le but, c'est pas que ça soit parfait, c'est que ça soit correct. Et donc, je passe par Canva. Je reprends cet article de blog que j'ai fait, du coup, qui découle de la vidéo. Je le mets en infographie, je le mets sur Pinterest. Et en fait, à la fin, on a plein de sources de trafic vers son article de blog. Et c'est important en référencement, je pense, de ne pas avoir qu'une seule source de trafic. Je sais que c'était Matt Diggity, qui est un excellent SEO américain, qui dans un de ses tweets disait que en fait Google s'est cramé si votre site ne reçoit que du trafic qui vient de Google. Tout simplement parce que en gros vous n'êtes pas une marque, vous n'avez pas comme une vraie marque plusieurs sources de trafic vers votre site internet, et donc là-dessus ça peut être pénalisant, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Ces articles de blog ils ont été recherchés avec SEMrush, donc voilà, en regardant ce que fait la concurrence, et j'en ai proposé 48 au total, ce qui correspondait plus ou moins à un article de blog par semaine, néanmoins à voir comment on s'y tient là-dessus. Et ensuite du coup les objectifs 2024 sur ce site, c'est tout simplement voilà, d'être positionné numéro 1 sur le mot-clé agence immobilière Sarlat La Canéda en local. Donc il y a ce qu'on appelle du coup la SERP normale, et on a le pack local aussi. Donc si je prends ce mot-clé là, agence immobilière Sarlat, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le pack local. Donc l'objectif c'est que mon client soit numéro 1 là-dessus. Je pense qu'en référencement c'est important de ne pas se contenter de peu, surtout qu'on sait que la première position prend 70% du trafic, peu importe le volume du mot-clé, et en dessous on récolte les miettes. Donc le but c'est pas de récolter les miettes, parce qu'il y a quand même un investissement financier du client envers mes services, donc c'est important qu'il soit numéro 1. Donc numéro 1 sur le pack local, mais aussi numéro 1 là-dessus, donc sur la SERP tout court, c'est important au niveau du référencement. Et je me suis mis 2 autres objectifs qui sont pas liés au référencement, mais plus sur une partie on va dire plus marketing, mais c'est important, donc d'avoir 500 abonnés sur sa chaîne YouTube et d'avoir 100 adhérents à la newsletter. Donc pour moi le référencement en 2024 c'est important de le lier à notamment une approche de newsletter, ou du moins de récupérer des mails. Et ça, pour moi, ça se passe par le biais d'un article de blog. En réalité, un article de blog, si vous n'êtes pas dans l'affiliation, il n'a pas un taux de conversion énorme. Sauf si vous faites énormément de trafic, mais vraiment quand on parle de juste avant, là, que vérifier avant l'achat d'un appartement, le taux de conversion, il va pas être énorme. C'est-à-dire que on va dire que c'est plus ou moins une requête nationale. Je peux avoir quelqu'un de Paris qui va tomber sur le site de mon client qui est à Sarlat La Canéda. Quelqu'un de Paris va pas nécessairement appeler mon client pour lui demander d'acheter un appartement à Sarlat La Canéda. Ça peut arriver, mais en référencement, perso, je travaille jamais sur des questionnements, mais que sur des certitudes. Donc pour moi, je pars du postulat que dans ma certitude, cet article de blog-là ne va pas convertir. Néanmoins, c'est intéressant de le faire rentrer du coup dans la base mail et de dire, voilà, j'ai fait mon article de blog que vérifier avant l'achat d'un appartement. Il arrive sur la page. Et sur la page, je vais dire voilà, du coup, je vous donne 10 conseils, des choses à vérifier avant l'achat d'un appartement, et je vous le donne sous le format e-book.
ou sous le format infographie. Laissez-moi votre adresse mail pour que je le récupère. Et du coup, en échange de ça, le client reçoit l'information que je lui ai promis pour avoir du coup accès à ça. Et moi, de mon côté, je reçois les mails. Donc moi, du coup, là-dessus, sur WordPress, je passe par MailPoet. C'est ce qui est intéressant de mettre en place parce que du coup, ça permet de segmenter son audience et de se dire, bah voilà, en fait, dans mon audience, j'ai des gens qui viennent pour les appartements, pour les maisons, pour les locaux commerciaux. Et on continue à leur lancer du contenu et en fait, on va faire un petit peu de la manipulation, si je puis dire, de trafic. Parce que imaginez que vous ayez 1000 personnes qualifiées dans votre newsletter et imaginons qu'on en ait 500 pour les appartements. Bah, dès que vous allez sortir un article de blog qui est en lien avec les appartements, vous pouvez les envoyer ces 500 vers cet article de blog là. Imaginons sur les 500, il n'y en a que, je sais pas, 50 ou 100 qui arrivent vers l'article de blog. Imaginons qu'ils sont tous intéressés pour lire l'article. Et bien en fait, Google va se dire, bah cool, j'ai des gens qui du coup ont regardé l'article de blog, j'en ai 50. C'est pas nécessairement des gens de Google, c'est des gens qui viennent d'un email, donc ça doit être, comme je disais tout à l'heure, une marque parce qu'il y a plusieurs sortes de trafic, etc. Et ça aide pour le référencement, surtout si un jour le référencement vient à mourir. On ne sait pas pourquoi, ça peut potentiellement arriver. Eh bien vous avez quand même une base mail. Donc cette base mail, vous pouvez travailler avec. Et du coup, c'est quelque chose qui vous appartient. Parce que, comme on dit souvent, il ne faut pas construire son château de sable dans le bac à sable de quelqu'un d'autre. Et c'est un petit peu ce qu'on fait en référencement. Donc là, du coup, avoir votre base mail, c'est votre base client. Donc du coup, c'est à vous et vous pouvez en faire plus ou moins ce que vous en voulez pour vendre ou informer ou que sais-je. Donc c'est important à ce jour de lier le SEO à choper du coup des mails, YouTube et d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, c'est les objectifs là-dessus. Ensuite, je me suis fait ma feuille de route. Donc c'est des choses très simples où cite les forces, les faiblesses du site internet. Et du coup, pour aller plus loin sur ce point-là, en fait, ce que j'ai relevé aux clients, c'est en fait ce plugin-là. Donc le plugin qu'ils utilisent qui pose problème. Donc par exemple, si on regarde maison et propriété, il passe par le plugin qui s'appelle EPL Immobilier. Donc en soi, le plugin permet de recenser correctement tous les biens immobiliers qui sont présents sur le site internet. Néanmoins, quand on voit l'URL, ça s'appelle property/maison en pierre, etc. Et en fait, le problème de ça, c'est que je ne peux pas faire de la parenté au niveau de mes pages. Et c'est ce que je conseillais tout à l'heure quand on regarde ici, quand je regardais sur le retravail de l'architecture. Moi, ce que je conseillais, en fait, c'était d'avoir ça maison Sarla Canada / et après, on a en parenté de ça le bien immobilier qu'on me propose. Parce qu'à Google, ça va lui faire comprendre que, ok, j'ai un bien immobilier, par exemple, ça, qui est proposé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une maison à Sarla Canada. Donc certes, en référencement, c'est compliqué. Néanmoins, c'est toujours bien d'avoir quelque chose de propre en termes d'architecture. Et là, pour le coup, c'est compliqué d'avoir quelque chose de propre en architecture parce que le plugin est figé. Il est figé déjà au niveau de l'URL ici, mais il est figé au niveau du visuel. On se retrouve à... Voilà, je peux pas le changer, c'est avec Divi, mais je peux pas changer le visuel de cette page-là et ça pose problème. Parce qu'à ce jour, c'est important d'avoir une expérience utilisateur qui soit optimale, quoi. Parce que par exemple, si je reviens tout à l'heure sur sur vendre maison Sarla Canada, donc voilà, quelqu'un qui veut acheter un bien là-dessus, je vois que mon visuel, c'est ça en fait. Je pense pour moi que visuellement, c'est le meilleur truc qu'on puisse avoir, à savoir les images dans un slider, à droite un formulaire de contact, les informations importantes, le prix, la surface, les pièces, etc. Sauf que là-dessus, on se retrouve sur, bon, ok, on a le prix, néanmoins, j'ai pas de formulaire de contact sur la page et je peux pas le rajouter. Ou alors, je le fais un petit peu en soum ou du coup, sur la partie description, je vais rajouter le shortcode soit qui est présent directement dans Divi pour créer des formulaires de contact, mais bon, ça ferait un truc qui est pas vraiment optimal en termes d'expérience utilisateur. Et derrière, ça devient compliqué, surtout que c'est bien là où ça devient intéressant sur la partie immobilière, c'est de les pousser en référencement payant. Et en référencement payant, c'est loin d'être mon expertise, mais je pense que l'expérience de l'utilisateur sur la page joue sur la qualité de la pub in fine. Et du coup, là, en fait, c'est compliqué. C'est d'avoir un retour sur investissement correct avec ce genre de visuel-là. Donc c'est pour ça que c'est un problème avec ce plugin de l'utiliser parce qu'il est figé. Son code est figé, je ne peux pas modifier les choses. Donc c'est important de bien regarder les plugins qu'on utilise avant de créer son site. Ça, du coup, c'est vraiment le rôle plus pour le coup de la personne qui vous crée le site plutôt que le SEO. Et surtout d'avoir une expérience utilisateur qui soit convenable, ce qui n'est pas malheureusement pas tout à fait le cas ici. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cet audit. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo.
qui doit faire plus ou moins 35 à 40 minutes. J'ai essayé d'être le plus précis sur l'audit SEO, sur comment je le fais et pourquoi je le fais. Si vous avez besoin d'un audit SEO, n'hésitez pas à me contacter en passant directement par les liens qui sont présents dans ma chaîne YouTube, donc par mon Malte, ou à me contacter directement sur LinkedIn. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de mettre un like et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.